Alexa Lebel, courtier hypothécaire PMML, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de me faire passer en entrevue par toi, en fait, là. Ouais. Fait que t'es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi dans le courtage hypothécaire. Pas nécessairement en termes d'années, mais en termes de volume d'affaires. Aussi, je pense que tu travailles avec... ben, c'est pas que je pense, c'est que tu travailles avec l'équipe de Massard Saché aussi. Fait que parle-moi un peu de ton parcours. Aussi, premièrement, l'immobilier commercial, comment c'est arrivé dans ta vie? À quel moment est-ce que tu étais investisseur? Est-ce que tu avais déjà un pied dans l'immobilier avec la construction aussi? Je veux juste connaître, c'est la genèse de ton intérêt qui a fait comme, hey, tu sais, mettons du municipal puis du commercial aussi, ben ça m'intéresse, puis tu sais, je veux en savoir plus, je veux travailler là-dedans aussi. C'est quoi tes origines? Ouais. Ben, écoute, ça a commencé à ma début vingtaine. Moi et mon chum, on cherchait un appartement. Mhm. Puis, tu sais, on était comme entre deux appartements. Puis, j'ai commencé à regarder, mettons, tu sais, les opportunités de duplex. Puis, le fait de, comme, tu sais, tu vis dans un logement, puis tu reçois, tu sais, un loyer, en fait, de l'autre logement. Puis, ça paye ton hypothèque, tu te fais un profit, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à magasiner. On s'est trouvé une petite maison intergénérationnelle, là. On l'a flippé en duplex. On l'a converti, en fait, en duplex, là. Puis, on a commencé à habiter dedans. Puis, je me suis rendu compte que, comme, waouh, c'était vraiment une belle opportunité. Puis, ça nous a vraiment aidé, en fait, tu sais, financièrement. C'était bien moins cher qu'un loyer. On était propriétaire. C'était comme une belle porte d'entrée dans l'investissement. Puis ça, c'était, tu sais, moi, je suis encore aux études. Mon chum travaillait. Commencé comme ça, juste avec un duplex. Ensuite, un moment donné, on est arrivé pour refinancer. On s'est rendu compte qu'on avait plein d'équité dans la propriété. Achète une autre maison, une vieille maison, fait un flip, ainsi de suite. Puis là, bon, fait qu'on l'a fait 3 fois, puis on a fini par bâtir notre maison. Puis à un moment donné, on a fait comme, OK, là, c'était assez avec... Ben, en fait, on s'est dit qu'on allait prendre une petite pause, là, avec 2 enfants, puis la vie qui a un peu pris les dessus. Mais simultanément, je me suis fait approcher par la SHL. Je sortais de l'université, puis je faisais un bac en finance. Puis je commençais ma maîtrise, puis la SHL m'a approchée. Fait que j'étais allée passer une entrevue, puis je suis rentrée dans le multilogement à la SHL. Fait que j'étais dans l'équipe de politique du multilogement. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais de l'interprétation de politique, en fait, pour les souscripteurs. Fait que quand les souscripteurs ils ont des dossiers puis qu'ils disent, OK, ben, tu sais, le manuel de prêteur de la SHL, comment ça s'applique sur mon dossier? Tu sais, j'ai comme un carré, ça, c'est un rond, comment ça fit? Tu sais, c'est ce que je faisais, l'interprétation. Puis on disait, OK, ben, voici ce qu'on a fait dans le passé, voici les risques de ton dossier, tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, bon, fait que là, après ça, j'ai travaillé, tu sais, un bon 7 ans à la SHL avant de commencer chez PML. Fait que tout ce temps-là, j'ai comme commencé à naviguer, à prendre le multilogement, les gros emprunteurs à la SHL, les gros portefeuilles immobiliers, les gros investisseurs, les REIT, tout ça. En plus de, tu sais, mes petits projets personnels sur le côté à plus petite échelle, là, mais oui. Fait que c'est comme ça mon parcours. C'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'immobilier, en fait, là. Puis c'est intéressant aussi, puis quand tu as commencé, tu dis que c'est la SHL qui t'a approché. Oui. Puis après, à ce moment-là, quand tu as commencé ta carrière, est-ce que le côté immobilier était présent ou c'est juste un travail pour avoir un travail? Puis, tu sais, ça t'intéressait, tu voulais en savoir plus. Est-ce que ta piqûre pour l'immobilier à ce moment-là, tu sais, Ben, t'étais dedans ou c'était de manière inconsciente, puis c'est des dossiers, puis au fil des années que un peu des ta deux, passion là. s'est développée? Un peu des deux, là. Ouais. C'est certain que, ça restait comme un travail, sauf que je voyais quand même tout le potentiel puis l'ampleur que ça avait, puis comme en gros que c'était dans le marché canadien, en fait, là, tu sais, tout l'immobilier, les REIT, les investissements, des familles, tu sais, qui avaient créé, tu sais, des parcs là, de des milliers de logements. Là. Fait que, tu sais, bon, de tout voir ça, ça a vraiment piqué ma curiosité. Là. C'était fascinant d'un point de vue, tu sais, professionnel, mais aussi personnel de voir ça, puis d'analyser ça, d'analyser les portefeuilles, les états financiers, tu sais, de tout regarder comment que les investisseurs avaient réussi à développer des parcs immobiliers. Là. Puis, tu sais, là encore, tu sais, maintenant, en tant que courtier hypothécaire, je le vois, c'est encore plus tangible parce que, bon, je transige avec ces investisseurs-là. Là. Donc, ouais. C'est quoi la distinction entre un investisseur immobilier qui possède, mettons, un patrimoine de plusieurs dizaines de millions versus un grand emprunteur? Autrement dit, à SHL, c'est quoi la définition d'un grand emprunteur aussi? Puis je pense que ça serait intéressant, tu sais, pour les gens qui nous écoutent de savoir, tu sais, pourquoi ces deux enjeux complètement différents puis comment c'est traité avec la SHL. Ouais, donc c'est la différence.
dans l'exposition totale du portefeuille. Puis la manière que c'est géré, c'est parce que, bon, tu sais, mettons, quand t'es pas un grand emprunteur, ils vont vraiment regarder, oui, ils vont regarder ton portefeuille immobilier, tout ça, mais les notions de gestion de risque sont vraiment appliquées au dossier seulement. Fait que, tu sais, ils vont regarder, mettons, le ratio de couverture de la dette seulement pour ce dossier-là, tu sais, ta valeur nette pour ce dossier-là, tout ça. Quand tu tombes dans la catégorie grands emprunteurs, tu as une équipe de comptables qui regarde des états financiers à tous les années, ou je pense, à tous les années ou toutes les quelques années, ça dépend de quel type d'emprunteur que tu es, là, en fait, ça dépend de ton exposition. Mais ils vont regarder ton risque à tous les années parce que tu prends tellement une portion importante ou, tu sais, une portion qui est considérable sur le portefeuille d'assurance de la SHL qui veulent s'assurer que tu continues à être, tu sais, en santé financièrement au fil des années. Puis, tu sais, quand tu deviens vraiment comme un gros emprunteur, comme, mettons, tu sais, tu as 1 milliard d'exposition de risque à la SHL, bien là, des fois, ils négocient vraiment des contrats en place avec ces emprunteurs-là où est-ce que tu dois garder un ratio de couverture de la dette spécifique pour ton portefeuille complet. Tu dois garder certaines, tu sais, clauses de rétention d'équité dans le portefeuille. Tu sais, ils veulent s'assurer que tu continues à gérer bien ton portefeuille parce que si cet emprunteur-là fait défaut, ben, tu sais, un emprunteur qui fait défaut avec une exposition de 1 milliard sur le portefeuille d'assurance, ben, ça fait mal. Ça peut avoir un effet domino sur énormément d'immeubles. Exactement. Fait que ça devient vraiment une gestion de risque avec l'emprunteur et non seulement avec la propriété ou, tu sais, vraiment spécifique à un dossier. Là. C'est vraiment, ils développent une relation ensuite avec cet emprunteur-là pour vraiment gérer le risque qui est en fait, qui devient un risque plus important avec la SHL. Là. Ah, puis c'est intéressant aussi, puis comment que les grands emprunteurs ou les investisseurs sont qualifiés de grands emprunteurs peuvent continuer à avoir une croissance. Est-ce qu'à un moment donné, la SHL applique trop de limites ou de conditions ou de restrictions à ce type d'investisseurs-là ou non? Ben, écoute, oui. Ou tout se négocie, puis c'est du cas par cas selon justement ça va être du cas par les cas. risques. Ça va être du cas par cas. Il y a les avocats tu sais, de l'emprunteur puis de la SHL qui vont négocier des contrats vraiment spécifiques. Je pense que ça a changé aussi dans le temps. Là. Avant, on avait vraiment là, comme des contrats qui étaient énormes pour chacun des emprunteurs. Mais là, ils ont vraiment comme, tu sais, des cotes de risque, puis dépendamment de la cote de risque que tu as, ils vont aller négocier des conditions qui sont différentes. Est-ce que c'est limitatif? Écoute, c'est une bonne question, là, mais en même temps, plus gros que tu deviens, tu sais, plus qu'il y a des enjeux qui sont importants. Fait que, c'est certain que tu veux commencer tu veux continuer à grossir, tu sais, tu vas avoir des nouveaux challenges, là, ça va venir avec. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu représentes une dette de 1 milliard avec une organisation gouvernementale qui est responsable, si jamais tu fais défaut, ben c'est comme normal que tu ailles des challenges qui sont différents ou des mesures qui sont différentes pour assurer ta viabilité financière, là. Tu sais, parce que le plus gros que t'es, ben le plus que ça va faire mal si tu tombes, là. Fait que oui, tu sais, je pense que ça vient avec certaines barrières, mais sont comme nécessaires pour passer à ce niveau-là. Honnêtement, c'est super fascinant aussi. Puis honnêtement, moi, personnellement, si je ne ferais pas ce que je fais chez PMN, c'est la fiscalité. C'est ce que je aussi m'intéresse, tout le côté aussi financier, aussi de ça. Puis ça a vraiment l'air fascinant d'analyser des risques des portefeuilles, là, aussi, là, les risques de défaut, ou ça peut être d'autres types de risques aussi. Oui. Mais, il y a plein de types de risques. On avait plusieurs catégories de risques qu'on analysait. Puis, il y en a qui sont vraiment financiers ou qui sont basés sur les chiffres, comme justement le risque de défaut. On a des modèles. On avait vraiment des modèles pour déterminer le risque de défaut. Mais il y en a là, le risque stratégique, le risque réputationnel, le risque opérationnel. C'est des risques qui sont qualitatifs de nature. Puis, bon, tu sais, j'ai dit que j'avais travaillé 7 ans à la SHL. Les premières années, j'étais dans la gestion de politique, c'est ça, l'interprétation de politique. Ensuite, je suis tombée dans la gestion de risque. Puis, je me spécialisée dans la gestion de risques stratégiques et réputationnels. Mais, tu sais, on me demandait tout le temps, comme, mettons, là, j'ai formé des nouvelles personnes qui venaient dans notre équipe. Tu sais, on m'expliquait, ben, comment tu fais ton travail. Puis, j'étais comme, c'est tellement difficile à décrire ou à expliquer, mais c'est comme un peu du gros bon sens avec l'expérience. Parce que comment tu sais, du risque réputationnel, du risque stratégique, tu sais, on regarde, mettons, le mandat de la SHL, puis tu te dis, OK, ben est-ce que ça fit? Est-ce que la transaction ou est-ce que le portefeuille de l'emprunteur fit dans la stratégie de la SHL? Est-ce que c'est dans notre mandat? Est-ce que ça s'en va dans la direction qu'on veut apporter la SHL? Tu sais, la SHL, c'est une grosse bête, mais chaque transaction compte en fait, pour atteindre nos objectifs, là. Fait que, tu sais, c'est comme un peu de regarder tout ça puis de dire, OK, est-ce que ça fait de sens? Puis sinon, le risque réputationnel, ben c'est comment une transaction, tu sais, qui a quand même beaucoup d'ampleur sur le marché, est-ce que ça va affecter la confiance que les Canadiens ont envers une organisation gouvernementale? Tu sais, parce que, veux pas, on représente, tu
sais, oui, on est une agence gouvernement, ben je parle on, là, je fais plus partie de l'organisation, mais comme, tu sais, c'est une agence gouvernementale, mais ça reste que c'est l'argent des contribuables, ça représente le gouvernement. Et donc, tu sais, il faut... Le gouvernement, puis la confiance aussi des acheteurs, puis oui, des propriétaires du marché. envers le marché canadien. Oui, la stabilité du aussi. marché, tu sais, la SHL est responsable de la stabilité du marché immobilier. Et donc, c'est tout de prendre des décisions puis d'utiliser les fonds pour quelque chose qui est stable, qui est viable, qui ne fera pas planter le marché immobilier. Là. C'est quoi un risque stratégique? Je suis curieux. Un risque stratégique, ça serait comme, admettons, OK, fait que une des missions, c'est évidemment donner du logement abordable. OK? Fait il s'était mis avant 2030 que tous les Canadiens ont un logement au-dessus de leur tête. Un risque stratégique, ça serait de développer un produit d'assurance hypothécaire qui permet pas d'atteindre cet objectif-là. T'sais, fait que, mettons, la APH-SELEC, mettons, là, est-ce qu'il y avait comme toute la discussion de risque stratégique, est-ce que APH-SELEC va nous aider à atteindre cet objectif-là ou est-ce que c'est quoi le risque stratégique de développer un produit comme ça? Les paramètres du produit vont-tu faire en sorte qu'on va atteindre notre objectif de 2030 que tous les Canadiens ont un logement sous leur tête? Là. Donc, autrement dit, que le produit d'assurance n'ait pas des effets pervers, ne soit pas utilisé ou détourné, justement, par les investisseurs, les propriétaires, aussi pour que la SHL se retrouve dans une position que finalement, justement, elle ne peut pas offrir. C'est l'accessibilité, l'abordabilité, puis tout. Ouais. C'est la mission qu'elle se donne. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est certain qu'il y a toujours des... Comme, tu sais, quand tu fais un produit one size fits all, c'est certain qu'il y a des inefficaces, là, en fait, du produit, là. Mais le but, c'est que, tu sais, l'objectif global soit rencontré, là. Tu sais, que quand on met un produit comme ça en place, que l'objectif global fasse en sorte que comme on atteint en majorité ce que le produit était supposé de faire. Là. Fait que, tu sais, ça serait un risque stratégique. Là, on se met un objectif en place avec la stratégie, en fait, là, puis on essaie de développer un produit pour atteindre cette stratégie-là. Puis le risque de ne pas l'atteindre, ça serait un risque stratégique. Fait que toi, tu travaillais sur le développement des produits aussi? Tu analysais les effets ou tu étais pas mal plus du côté? Je faisais vraiment la gestion de risque, donc c'est pas moi qui développais les produits. Par contre, ils devaient passer par nous pour l'approbation, puis tout le côté de déterminer c'est quoi le risque, justement, le risque stratégique de ne pas atteindre l'objectif que le produit est supposé de faire. Le risque réputationnel, est-ce que ça répond aux exigences? Est-ce que ça va être bien vu? Est-ce que, tu sais, tout ce côté-là, risque opérationnel d'implémenter un produit. C'est comme Phoenix, avec le gouvernement, c'est un bon exemple, tu sais, d'un risque opérationnel. Fait que tout ça, tu sais, de mettre en place ces opérations-là, est-ce qu'on a le système en place, tout ça. Puis là, il y a tous les risques financiers, là, après ça, là. Qu'on en regardait aussi. Fait que c'était tout ce qui touchait au risque, c'est ce que je faisais. Wow. Ouais. Puis le courtage, à quel moment c'est arrivé? Ouais. Puis pourquoi? Aussi, je sais que c'est le fait de développer ta propre entreprise versus travailler dans une institution gouvernementale, une société d'État. Aussi, si on s'entend, c'est ses avantages financiers. Mais à quel moment tu as décidé de faire le saut dans le courtage? Donc, tu sais, ça faisait 7 ans que j'étais à SHL. J'avais eu 2 congés de maternité. Puis je finissais un congé de maternité. Puis j'étais... tu sais, une des choses que j'aimais pas tant de la SHL, tu sais, ça reste c'est une organisation gouvernementale, puis la bureaucratie est énorme. Puis elle est là pour une raison, dans le sens que, tu sais, quand tu utilises des fonds publics, ben, tu as besoin de beaucoup de oversight, là, comme de la surveillance, en fait, là, comme les dépenses. Il y a beaucoup d'étapes en place avant que quelque chose soit implémenté. Ça prend excessivement beaucoup de temps parce que beaucoup de personnes doivent être consultées et tout ça. Fait que, bref, il y a juste vraiment beaucoup de bureaucratie. Puis tout est lent. Puis je suis une personne qui va très vite dans la vie. T'sais, dans ma tête, ça va très vite. Dans mes projets, tout, comme je suis tout le temps on the go. J'ai besoin que les choses avancent vite. Puis ça me frustrait un peu. Puis c'était pas c'est ça me frustrait, en fait. Le day-to-day, le quotidien, le fait qu'il fallait qu'on consulte 60 personnes avant de prendre une décision, ça me frustrait excessivement, là, tu sais. Puis mon gestionnaire, je savais, là, elle le voyait tout le temps, puis elle était comme, OK, il faut que tu apprennes à le ralentir, il faut que tu apprennes, tu sais, je sais que c'est frustrant, tout ça. Fait que ça, tu sais, j'avais certaines frustrations. Puis là, je finis mon congé de maternité, puis j'arrive à la fête à un de mes amis, Abbas, qui travaillait ici avant. Puis il commence à me parler de PML, puis je connaissais un petit peu parce que, bon, lui avait fait déjà le saut. Puis, tu sais, commence à me vendre, en fait, l'entreprise
de me dire à quel point que c'est vraiment une belle entreprise, puis que je serais tellement un atout, puis que, tu sais, il m'a fait un peu me rendre compte que mon bagage était comme parfait pour faire le saut au courtage. Puis bon, ça m'est comme resté en tête. Écoute, je me suis couchée ce soir-là, pas capable de dormir, avec comme plein d'idées qui me sont venues en tête. On dirait que ça m'avait jamais frappé que je pouvais faire un changement de carrière. Dans ma tête, c'était certain que j'allais faire toute ma carrière à la SHL. Je savais que j'allais pas rester dans mon poste, mais, tu sais, je tâtais un peu les autres opportunités à l'intérieur de la SHL, puis j'étais rendue à la gestion. Puis la gestion, ça m'intéressait pas. C'était juste pas pour moi. Honnêtement, là, c'était ma prochaine étape, puis je me voyais pas faire ça, de gérer une équipe, puis de... ouais, c'est ça. C'était juste pas pour moi. Fait que, c'est ça. C'est comme ça que c'est venu. Puis écoute, en temps de 24 heures, c'était fait, là. Abbas m'avait donné 3 noms de courtiers, dont Mathias. J'ai commencé à regarder ses médias sociaux, regarder des vidéos YouTube, tout ça. J'ai pas dormi la nuit. Le lendemain matin, je me suis à 7h, 8h. Je pense que je suis en train d'écrire à Mathias pour lui dire, OK, écoute, voici. J'ai écrit un méchant long message pour lui dire, tu sais, comme, voici je suis qui, tu sais, pourquoi ça m'intéresse, puis pourquoi je serais comme un atout dans ton équipe, tout ça. Je pense quelques semaines après, je dînais avec Pat Pisana, puis c'était fait, là. C'était déterminé. Puis ça, c'était comme en octobre. J'ai fait le saut en juin. Mais tu sais, le temps, je voulais faire mes examens de courtage, je voulais me préparer. Tu sais, j'avais des choses à arranger avant de faire le saut, mais comme ma décision était prise, là. Ça faisait peur, mais comme c'était inévitable. Puis je suis vraiment quelqu'un... Je suis comme... je suis impulsive. Je suis très impulsive, mais quand je prends une décision, c'est fait. Fait que comme je prends des décisions très rapidement, mais I always follow through. Comme, fait que quand je prends une décision, là, c'est fait. Fait que comme, tu sais, en 24 heures, ma décision était prise que je changeais de carrière. Tu sais, le petit 9 à 5 gouvernemental, fonds de pension, assurance, je laissais ça de côté, puis je m'en allais, puis je m'en allais dans quelque chose de nouveau, là. Fait que c'était comme ça. Fait que c'est le côté fonceur. Je pense que c'est pour te connaître, te côtoyer, tu sais, même si on est à distance, tu sais, t'es quelqu'un de fonceuse, hein, tu sais. Puis je pense que c'est une très, très grande qualité. Ouais. D'avoir ça comme en tant que courtier. Aussi parce que justement, dans le courtier, tu sais, premièrement, tu veux faire bouger les choses. Aussi, tu veux que du côté du prêteur, ça bouge, puis tu veux que du côté du client, ça ne cachera pas quand il demande des documents, tu as besoin des confirmations, des réponses, tu sais, c'est de mettre la colle entre les deux. Ouais, aussi, puis c'est te sentir dans toi aussi. Comment ça s'est passé ta première rencontre avec Mathias, puis Patrice, Sana aussi? Super. Vraiment, là, comme... tu sais, je pense qu'à l'intérieur de PML, on dit tout le temps que Patrice et Sana, c'est comme les papa-maman de l'entreprise, mais, tu sais, vraiment d'un point de vue comme professionnel, puis c'est comme ça que je me suis sentie, là. Je me suis sentie comme si je rencontrais mes parents professionnels, tu sais, c'est vraiment... je me suis sentie vraiment bien accueillie, puis je me suis dit, OK, comme j'ai vraiment tombé en amour avec leur vision, leur mentalité, la drive qu'il y avait. T'sais, honnêtement, c'est les personnes qui sont définitivement sur la liste des personnes qui m'inspirent le plus sur la Terre, là. J'ai jamais vu des gens avoir autant de drive, puis je me suis dit, je ne peux qu'être bien entourée à travailler dans une entreprise avec des gens qui ont autant de drive, qui sont autant affamés à grandir puis à avoir du succès. Puis, on le voit, là, tu le sais autant que moi, là, de tout mettre les outils en place, de tout à nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez à un autre niveau, tout ça. Toute cette mentalité-là, là, c'est vraiment une opportunité en or d'avoir des gestionnaires d'entreprise qui ont cette drive-là, en fait. Là. Fait que ma rencontre vraiment avec Patisana, ça a été un coup de cœur, puis Mathias aussi. C'est la mentalité de croissance. Aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà auparavant? Aussi, parce que, tu sais, il y a une différence entre avoir de la drive, puis juste, vouloir des résultats ou faire bouger les choses, puis après ça, tu sais, d'aspirer à avoir plus ou plus grand. Des fois, c'est pas nécessairement pour d'avoir plus, c'est juste de voir plus grand. Aussi de faire, OK, mais tu sais, entre faire un dossier de 45 millions, puis faire, mettons, un parc de 85 millions, mais c'est juste concentrer sur le 85 millions. Je vais prendre la décision de solliciter ce type de client-là. Aussi, fait que des fois, tu sais, c'est juste de voir plus grand qu'on a, puis c'est le même travail aussi. T'avais-tu cette mentalité de croissance-là auparavant, ou tu t'es appris à la développer? Un peu les deux. L'équipe? Je me suis rendu compte, puis c'est aussi ça qui a fait mon changement de carrière, là, c'est que je me suis rendu compte que je l'avais dans tous les autres aspects de ma vie, mais qu'il y avait une lacune au niveau professionnel. Fait que je l'avais, mettons, je l'ai eu, mettons, avant de commencer ma carrière à la SHL, je l'avais dans le sens que, tu sais, j'étais comme tout le temps en mode, OK, qu'est-ce que je peux faire pour plus me former? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, j'ai fait vraiment, là, tu sais, le parcours scolaire, là, j'ai tout fait, là. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Fait que, tu sais, vraiment, je l'avais. Puis là, on dirait que quand je suis comme rentrée dans ma carrière, ben là, c'était comme pas propice à ça. Tu sais, oui, je l'avais, mais comme c'était pas autant... la fin était pas aussi grande.
parce que les objectifs sont un peu moins mesurables ou le progrès se fait moins vite ou, tu sais, c'est « sky isn't the limit » tant que ça quand tu es dans un cadre gouvernemental, je trouvais. Mais je l'ai dans tous les autres aspects de ma vie. Fait que je l'avais comme, tu sais, dans mon entraînement, dans ma vie de famille, dans mes objectifs. Tu sais, je m'étais fait une liste de comme 10 objectifs à atteindre avant 30 ans, puis j'avais donc faim pour toutes les rencontrer. Puis, tu sais, fait que là, je les avais partout, mais professionnellement, je me suis comme assise en me disant, OK, mais il y a comme une certaine lacune à ce côté-là. Puis là, depuis que je suis chez PMML, ben là, sky's the limit pour vrai, là. Fait que j'ai comme retrouvé un peu cette flamme-là au niveau professionnel depuis que je suis rentrée dans le courtage. Fait que ça l'a vraiment... ça m'a aidé à ce niveau-là, ouais. Puis ça vient d'où, ça? C'est-tu du développement personnel que tu as fait? C'est-tu de la famille, des amis, tu sais, ton réseau? Ça vient de où? C'est moi, honnêtement. Si je suis pas... ça vient vraiment de moi. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment, là, tu sais, j'ai vraiment une famille quand même conservateur, tu sais, fonctionnaire, tu sais, très stable, très... tu sais... Ouais. Non, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment le meilleur de ma mère avec le meilleur de mon père mis dans un cadre. Puis ça a comme fait quelque chose de bien, là, en fait. Là. Fait que oui, j'ai comme une soif incroyable pour plein d'affaires dans ma vie. Puis, tu sais, de vraiment m'exceller comme justement dans l'entraînement, dans ma vie de famille, dans mes objectifs personnels, tout ça, c'est je sais pas d'où ça vient, mais c'est plus fort que moi, là. C'est inné. Puis c'est beau à voir aussi. Puis... je pense que Sana aussi, ça parle souvent d'harmonie plutôt que d'équilibre. Aussi, tu sais, si tu essaies d'avoir un équilibre, mais un équilibre de quoi? C'est tu jongles entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, mais si tu as une harmonie, puis tu vas all-in à 100%, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Aussi, ben, tu sais, ton professionnel va alimenter ton personnel indirectement. Aussi, parce que, tu sais, pour des raisons financières, mais aussi pour, tu sais, si tu aimes ce que tu fais, mais quand tu rentres à la maison aussi, ça transparaît aussi, même peu importe les événements d'une journée ou les dossiers qui ont bien été ou mal été aussi, puis ta vie personnelle aussi, c'est accompli, ben tu sais, ça se transpose dans ton professionnel aussi, parce que justement, ça va se faire bien. Absolument. Aussi. Puis ça, ben c'est un gros plus. T'sais, quand on a des gens comme toi dans l'équipe, je veux dire, tu sais, l'écosystème de PMML est alimenté aussi par les personnes qu'on côtoie aussi, fait que... Ouais. Puis on s'influence toutes entre nous, là, tu sais, on a toutes... on est tous des gens, tu sais, comme on s'inspire mutuellement. Fait que ça fait que, comme, tu sais, on se retrouve naturellement à tous être des gens qui ont, comme, ce vouloir-là de, comme, exceller dans toutes les sphères de leur vie. Puis ça fait qu'on, tu sais, ça fait un effet de groupe, en fait, là. On s'influence tous à être meilleurs, puis c'est super bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le courtage, qui est intéressé, qui t'écoute en ce moment, qui fait que, hey, moi aussi, justement, j'ai le besoin de m'accomplir professionnellement. OK, je veux plus. Aussi, quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour se lancer dans le courtage? Ben, les deux, c'est d'être patient puis d'être bien entouré. Parce que ça prend du temps avant que ça commence à être payant, puis avant que ça commence à être plus facile, mettons. Là, moi, j'avais quand même de l'avance dans le sens que j'avais travaillé à SHL, je connaissais déjà tout le multilogement, tout ça, puis j'avais travaillé dans les banques avant, fait que je connaissais déjà ça. Mais la marche pour en apprendre puis être confortable dans ton métier est quand même grande. Donc, tu dois être patient. Ça prend, mettons, là, une bonne année là, avant de commencer à être confortable. Puis encore à ce jour, ça va faire 1 an et demi. Encore à ce jour, il y a plein de situations dans lesquelles je me sens pas super confortable ou que, je suis comme, OK, attends une minute, là, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Puis je pense qu'en fait, je vais sûrement les rencontrer tout le long de ma carrière, là. Puis d'être bien entourée. Parce que dans tous ces moments-là où est-ce que, justement, j'ai comme des doutes, où je me dis, OK, mais quoi faire avec ça? Ben d'avoir une équipe, là, c'est merveilleux, là. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi on a autant de succès, c'est que, en fait, on travaille tout en équipe. C'est même que tous les problèmes, les solutions, juste de brainstorming, là, quand tu as un problème dans la vie, là, ben de s'asseoir puis de parler avec quelqu'un, puis de faire comme, j'aime ça, faire une map, là, tu te dis, OK, ben voici mon problème, voici une situation dans laquelle je me trouve, j'ai plein de problèmes, là, mais il faut juste que tu penses aux problèmes. Fait que, il faut que tu mappes tous les problèmes afin de t'assurer que tu mitiges tous les risques. Fait que, c'est d'avoir une équipe pour tout faire ça, là. Fait que d'être bien entouré puis d'être patient, c'est vraiment les deux choses, que je me dis, OK, si t'es pas patient ou si tu penses que comme, du jour au lendemain, tu vas avoir du succès ou du jour au lendemain, ça va être, tu vas triper puis que tu vas avoir un énorme chef d'affaires, ben non, ça prend du temps. Tu te bâtis une business, là, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, là. C'est vraiment, je me sens comme, quelqu'un qui a un petit bébé puis qui grossit puis, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de l'effort, il faut vraiment que t'en donnes, là, avant d'en recevoir, là. Fait que patient puis c'est ça, bien entouré.
Puis investir 2 puis 3 ans dans ta carrière, au début de ta carrière de courtage, tu sais, c'est très peu. Ah oui. Avec tout le potentiel que tu peux accomplir en 5, 10 puis 15 ans. Absolument. C'est ton objectif aussi, c'est de perdurer dans ce métier-là. Ben oui, vraiment, aussi, là, c'est 2 faire ans, là, carrière, c'est rien, là, ça passe comme ça. Tellement, là. C'est fou comment le temps passe vite, là. Tu sais, puis c'est ça, là. Moi, je me dis tout le temps, je veux faire carrière, puis, tu sais, on se faisait souvent demander aussi avec les taux. Comme c'est une des choses, là, depuis que j'ai fait les changements, là, j'ai tellement de courtiers, même résidentiels, ou, tu sais, des courtiers immobiliers, ou juste des gens du gouvernement qui me disent « Ah, puis ton changement de carrière, ça doit être difficile avec les taux. » Ouais, c'est sûr, c'est difficile, mais en même temps, j'ai rien connu d'autre. Puis je me dis, si t'apprends dans les moments qui sont les plus difficiles, ben à quel point ça va bien aller dans le temps. Puis, tu sais, je veux faire carrière là-dedans, tu sais, c'est ma carrière, là. Fait que c'est quoi quelques années de mauvais taux? Ça fait juste partie de la carrière. Tu sais, dans une carrière complète, là, on va vivre à travers tous les cycles économiques, là. Fait qu'il faut que tu apprennes à exceller dans toutes les conditions possibles de ton métier pour pouvoir bien performer. Fait que, tu sais, ça vient avec, là. Puis, personnellement, je ne crois pas qu'on est dans une période de mauvais taux. Ben, aussi, dans le sens que c'était tellement facile pendant la pandémie. Puis, c'est parce que moi, je me fie sur les gens qui ont commencé dans des moments où est-ce que les transactions se faisaient en quelques mois, le financement conventionnel, c'était super facile, les taux étaient super bas. Tu sais, en ce moment, on est comme en train de faire des fois des refinancements ou des renouvellements où est-ce que ça fonctionne pas parce que c'est des hypothèques qui ont été signées à des taux qui étaient beaucoup plus bas, puis là, maintenant, ça se qualifie peu au taux d'aujourd'hui. Fait que je dis pas que c'est... Tu sais, c'est sûr que si tu regardes les taux des 10, 20 dernières années, non, les taux sont comme à la moyenne qui ont toujours été, là. C'est juste que par rapport dans les quelques dernières années, c'est plus haut que c'était. Est-ce que c'est catastrophique? Bon, non. On continue à faire de la business. Il y a quand même des investisseurs qui continuent à être actifs. Puis on, tu sais, on vraiment... les connaît aussi, ceux qui sont encore actifs. Ouais. Aussi, en ce moment, tu sais, il y a des beaux parcs qui sont en train de se bâtir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, il y a un niveau de créativité de plus. Tu sais, tous les défis actuels du marché hypothécaire là, apportent cette créativité-là. Aussi, puis par créativité aussi, des fois, c'est des structures de partenariat. Des fois, c'est juste d'être créatif dans sa négociation. Aussi, la construction neuve. Aussi, lever des projets. Aussi, on peut en parler longtemps là, de la construction neuve. Là. Je pense que vous avez quand même pas mal de clients qui sont impliqués là-dedans. Il y a énormément de potentiel et d'opportunités en ce moment. Là. Ah non, absolument. Absolument. Puis non, c'est juste d'être outillé, puis justement, là, d'avoir des gens, d'être bien entouré là, pour savoir, OK. Puis c'est ce qu'on fait là, en tant que courtier. Là. C'est de conseiller les gens, dépendamment des conditions de marché, dépendamment des objectifs qu'ils ont, dépendamment des limites qu'ils ont, puis de voir comment ils peuvent continuer à grossir, puis avec les contraintes qu'ils ont, là, dans le fond. Oui, puis les taux d'intérêt, quand ils étaient bas aussi, on s'obstinait, je ne sais pas si tu t'en souviens, on s'obstinait pour 5 points de base, 10 points de base, avant de fixer le taux. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va augmenter de 5 points de base, de 10 points de base d'ici la semaine prochaine. En une journée même. Là. Fait que je pense que la valeur d'un courtier, dans une période où les taux étaient très, très faibles aussi, ben, était là. OK, parce que justement, tu avais démontré justement que, regarde, c'est le temps de passer à l'action. Aussi, même si tu es en surenchère, même si les taux augmentent un petit peu, aussi, puis c'est pas le même taux que tu avais il y a 3 jours. Aussi, tandis qu'en ce moment, c'est plus que jamais, je pense que les investisseurs ont besoin d'être conseillés puis supportés aussi. Parce que justement, c'est le marché complètement changé. Oui. Aussi. Ben, puis rapidement en plus. Oui, vraiment. Puis, tu sais, chaque période d'un cycle économique vient avec différentes expertises, dans le sens que, tu sais, mettons, justement, quand les taux étaient vraiment bas, ben on était limité sur les ratios pré-valeurs, donc on se tenait sur les valeurs, on se tenait sur les... Ben, on débattait les taux de cap, on débattait certains aspects qui faisaient en sorte qu'on était capable de justifier une valeur qui avait de l'allure pour aller maximiser le financement. Maintenant, tu sais, on justifie plus, tu sais, les revenus, les dépenses, les ratios de couverture de la dette, on est toujours limité par ça. Fait que, tu sais, les aspects de négociation changent au fil du temps, dépendamment de c'est quoi les enjeux dans le marché. Puis, tu sais, c'est ça aussi, être courtier, là. C'est de savoir, OK, à quel moment je dois me spécialiser dans tel type de négociation. Ben non, en fait, c'est tout le temps la même négociation, mais où est-ce qu'il faut que je mette l'emphase pour s'assurer que le client maximise ses objectifs, là. Tu sais, fait que ça varie au fil du temps, là. Oui, puis moi, ça me fascine en ce moment, parce qu'il y avait tout le volume transactionnel, admettons que l'équipe de Macias a, puis que toute l'équipe de PMML, de courtage hypothécaire PMML a, on a tellement de dossiers en simultané aussi qu'on est à l'affût de chaque petite virgule qui change ou de chaque changement. C'est un souscripteur de la SCHL décide d'interpréter. T'en parlais d'interprétation, mais décide d'interpréter une clause ou justement le manuel du prêteur différemment aussi. Mais c'est de savoir est-ce que c'est une exception par rapport à ce dossier-là ou c'est la nouvelle règle, c'est une direction que la SCHL est en train de prendre pour justement s'assurer
de réorienter sa mission. Ben oui, absolument. Puis ça, ben, quand on a tout le nombre de dossiers qu'on a en ce moment en simultané, ben, ça permet de faire des courtiers qui sont agiles. Oui, non, on a comme une bonne représentation, tu sais, juste au volume que PML a, de ce qui se passe sur le marché, juste avec, tu sais, le volume de transactions qu'on a. Puis non, c'est super important, justement, de savoir est-ce que c'est un précédent. Puis en même temps, ça nous crée toujours des précédents, peu importe. Tu sais, si c'est en notre faveur, ben, ça nous crée un précédent. Puis c'est aussi ce que je faisais quand je travaillais à SHL. On le savait, ça, que si on approuvait quelque chose, ça créait un précédent dans les deux sens, que ça soit bon ou mauvais. Donc, tu sais, puis de c'est d'être conscient de ça. Oui, c'est d'être conscient, puis de l'utiliser. Je veux dire, tu sais, si ça a été fait sur un dossier, bien, de l'utiliser en notre faveur, on peut aussi, là, tu sais, si ça a été fait, il y a une raison pour laquelle ça a été accepté. Ça veut pas dire que ça serait nécessairement accepté encore une fois, mais ça reste que, justement, le fait qu'on ait beaucoup de courtiers puis qu'on puisse se partager cette information-là comme qu'on l'a fait, comme qu'on le fait, c'est exceptionnel comme foire, là. Oui, c'est important d'être conscient de ça parce que oui, on magasine un taux d'intérêt, dépendamment, mais des fois, il y a plus que le taux. Là. Ah, il y a beaucoup plus que le taux. Là. Tu sais, en tant que courtier, là, c'est ça que je dis tout le temps. C'est tellement le taux, c'est tellement secondaire. Là. Les gens focusent là-dessus. Ouais, mais là, c'est quoi ton taux? C'est quoi ton taux? Premièrement, les transactions commerciales prennent tellement de temps. Puis, tu sais, oui, des fois, on a la possibilité de geler le taux, mais il y a dans des situations où est-ce qu'on peut pas, ou il y a des situations où est-ce que, tu sais, c'est pas tout de suite. Le taux est tellement secondaire par le temps qu'on se rend au taux. Les taux ont le temps de changer. La banque qui a le meilleur taux a le temps de changer. Tu sais, le taux, c'est vraiment secondaire dans la décision. Il y a tellement d'autres petits détails qui doivent être négociés pour pouvoir maximiser le TGBC du client avant le taux. Puis c'est un peu ça que, tu sais, on essaie de faire comprendre aux clients, là, c'est que oui, choisir la banque avec le meilleur taux, c'est bien, sauf que, tu sais, si tu vas directement avec une banque puis que ça prend un an, passer à travers tout ça, puis que finalement, tu as discuté d'avoir un retour d'appel, il n'y a aucune négociation qui est faite, il n'y a aucune information qui est faite ou mitigation de risque, tu n'es pas au courant des enjeux de ton dossier ou quoi que ce soit, ben écoute, ça peut te coûter cher quand même. Là. Fait que c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment à l'affût de ce qui se passe, puis qui négocie vraiment chaque petit détail de ton dossier, puis qui te dit, OK, voici, pour ton dossier, voici tous les enjeux possibles qui pourraient arriver, puis voici comment on va les mitiger. T'sais? Fait que ça, là, cette expertise-là, là, elle peut coûter très, très cher si tu l'as pas. Fait que c'est aussi ça, là, être un courtier ou d'être un expert en financement. Là, le taux, c'est vraiment secondaire. Puis la relation que tu as avec certains directeurs de compte, avec certains prêteurs aussi est importante. Absolument. Ça a une valeur. Absolument. C'est qu'est-ce qui va faire que Alexa est capable de prendre le téléphone, d'appeler le directeur de compte, puis qui décroche, c'est pour poser une question. Ouais. Aussi, puis des fois, c'est des petites questions dans un dossier en amont, en vue justement d'envoyer le dossier à la SHL ou en vue de l'envoyer au prêteur aussi. Puis nous, on a vraiment des belles relations avec on travaille toujours avec les mêmes personnes qui sont attitrées à nos équipes. T'sais, on a tout le temps la même personne. Fait que, peu importe le dossier, peu importe il est où, on a le même banquier avec qui on envoie des millions de dollars de financement par année. Fait que la personne, elle nous répond. On a vraiment des belles relations. Puis c'est mutuel. Là. On s'aide mutuellement. Puis ça nous aide à exceller. Là. Vraiment. C'est vraiment un teamwork là, sur toute la ligne. Finalement, c'est quoi tes objectifs? Pas nécessairement en chiffres, mais c'est quoi tu cherches à accomplir? Y a-t-il un créneau de marché que tu veux développer au cours des prochains mois, prochaines années? Aussi, qu'est-ce qui t'intéresse présentement? Tu touches au multilogement au sens large. Aussi, est-ce que le commercial t'intéresse? Est-ce que... Oui, fait que en fait, je fais pas mal de commercial puis l'industriel pour notre équipe. Ironiquement, parce que j'ai une SHL et que j'ai fait du multi. Mais j'ai commencé à faire plus, mettons, tu sais, dans l'équipe, je m'occupe de l'Outaouais et je m'occupe du commercial puis de l'industriel. Je le fais pas tout, là, mais la plupart des dossiers, mettons, des leads qu'on va avoir avec le commercial et l'industriel, c'est moi qui les prends. Mes objectifs, honnêtement, c'est territorial, c'est l'Outaouais. Parce que je me rends compte, là, que, mettons, sur tous les dossiers que j'ai peut-être un 10-15% qui est vraiment physiquement en Outaouais. Parce que, tu sais, on n'a pas de limitation territoriale. Fait que, tu sais, à force de prendre le téléphone puis d'appeler les clients, tout ça, ben je fais de la prospection ou, tu sais, je fais du développement d'affaires partout sur la province. Fait que je me suis retrouvée à avoir des dossiers vraiment partout dans la province. Mais l'Outaouais, c'est tellement un marché qui est intéressant puis qui est sous-développé ou il n'y a pas vraiment de courtage commercial. La présence du courtage commercial, elle est pas si développée. Fait que j'ai vraiment énormément beaucoup de place à prendre dans le marché. Fait que c'est plus territorial. C'est vraiment multilogement commercial industriel en Outaouais. Puis c'est ça. C'est ça mon objectif vraiment là, pour la prochaine année. Là, c'est vraiment de développer l'Outaouais spécifiquement. C'est pas que... Je veux dire, c'est juste un objectif personnel dans le sens que ça change pas grand-chose. Je peux autant
je peux vraiment tout faire la province. C'est juste que je me suis vraiment mis comme objectif, moi, que je veux prendre une plus grosse présence dans l'Outaouais, là, vu que je suis physiquement ici, là. Puis pourquoi l'Outaouais? C'est sûr que tu connais la région aussi, t'es natif d'ici, mais c'est quoi le potentiel de l'Outaouais, entre autres? Ben, il y a tellement de développement qui se fait. C'est vraiment, tu sais, ça reste un marché en croissance. On est proche d'Ottawa. Puis là, PML rentre dans le marché de l'Ontario. Fait que là, on est dans le processus d'aller chercher, toutes nos accréditations pour aller sur le marché de l'Ontario. Fait qu'il y a juste énormément de potentiel. C'est ça. C'est vraiment, là, c'est à cause de tout le potentiel. Je le vois, là, à quel point il y a du potentiel, puis à quel point que quand on appelle les clients ou quand on les approche, ils sont comme « Ah, OK, un courtier à Gatineau, explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais, puis ça. » Puis les gens aiment ça quand que... Tu sais, il y a certains investisseurs qui aiment ça quand tu as quelqu'un physiquement, tu sais, pour aller dîner, pour aller, se rencontrer, tu connais le marché. « Ah, tu as un immeuble dans le plateau de la capitale. Oui, j'ai grandi ici. Oui, je le connais très bien. Il est où? Ah oui, c'est tel type de démographie qui occupe ce type de logement-là. Oui, je le connais très bien. » Fait que d'avoir cette proximité-là avec les investisseurs, c'est à mon avantage, en fait. C'est la vue 3D aussi, parce que la vue 2D, tu peux regarder toutes les statistiques, tout le nombre de financements, refinancements, les chiffres aussi, mais quand tu es capable d'avoir la vibe, aussi, c'est de la région, du secteur, puis on s'entend, tu sais, Montréal puis l'Outaouais, c'est complètement différent. Ah oui, c'est vraiment aussi, Ottawa versus, admettons, l'île de Hull, c'est complètement différent. Aussi, mais de connaître toutes les nuances, aussi, puis toute la dynamique. Tu sais, ça soit de locataires commerciaux, locataires résidentiels. Aussi, qu'est-ce qu'ils recherchent. Aussi, c'est super important. Oui. Fait que c'est ça. C'est justement pour ça. C'est de vraiment d'être... Tu sais, j'ai grandi, born and raised Gatineau. Fait que je le connais très bien, le marché. Okay. Alexa, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, c'est un plaisir. Honnêtement, je pense que c'est super intéressant. Si on peut communiquer avec toi. Oui, entre autres pour faire du financement de Outaouais, mais partout à travers la province. Là. Absolument. Je pense avec l'équipe de Mathias, si vous avez des dossiers dans pas mal toutes les régions de la province. Fait que un gros merci. Bien, merci à toi. Ça fait plaisir.